Bonjour et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous regarder, à nous suivre et également à poser vos questions sur le www.avocat.net. Et vous en avez de la chance car nos avocats répondent à toutes vos questions dans toutes les matières du droit. Aujourd'hui, nos avocats, l'équipe présente en plateau est composée de Madou Koné, avocat en droit pénal. Bonjour Madou. Bonjour Yves. Ça va bien? Très bien, merci. À vos côtés, Dalia Arfiel-Keïm, notre avocat en droit commercial aujourd'hui. Bonjour Dalia. Yves. Et juste à côté de vous Dalia, notre avocat en droit du travail, droit social, maître Ernest Sfez. Bonjour. Bonjour Yves. Ça va bien? Très très bien. Très belle cravate. Merci. Il faut ça. On commence avec vous, Madou Koné, Oui. avec du droit pénal. On a reçu beaucoup de questions sur avocat.net en droit pénal. Voici cette question qui concerne la garde à vue. Lors d'une garde à vue, même lorsqu'on est innocent, nous écrit le téléspectateur, est-il conseillé de solliciter la présence d'un avocat? On peut se dire, j'ai rien fait, donc il ne va rien m'arriver. Après tout, pourquoi prendre un avocat? Tout à fait. C'est un peu ça la question finalement. Il s'agit d'une question très intéressante, puisqu'effectivement, on a tendance à croire qu'effectivement, quand on n'a rien à se reprocher, il n'est pas nécessaire de solliciter la présence d'un avocat. On a tous en vue les films américains où on voit le malfrat dire je veux mon avocat. Donc ça nous laisse quelques idées préconçues. Vous regardez beaucoup de séries, vous, j'ai l'impression. Ça m'arrive, effectivement. On a tous ces idées préconçues de se dire, effectivement, je n'ai rien à me reprocher, la police fera la lumière. Or, effectivement, lorsqu'on est en garde à vue, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc moi, je considère effectivement qu'il est toujours préférable d'avoir un avocat que de ne pas en avoir. C'est un conseil préventif, de bon sens aussi. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Je pense que la présence de l'avocat est nécessaire. Tout simplement parce que le rôle de l'avocat, lorsqu'il intervient lors de la garde à vue, ce n'est pas un rôle uniquement de culpabilité ou d'innocence, mais un rôle qui consiste à assister la personne gardée à vue, de lui donner des conseils, de s'assurer qu'effectivement ses droits sont respectés, qu'elle est bien traitée, puisqu'il arrive souvent dans de nombreux cas que des personnes gardées à vue soient maltraitées ou donc injuriées, un peu la pression, qui subissent des pressions. C'est pourquoi, depuis la loi du 15 avril 2011, la présence de l'avocat est possible à tous les stades de l'audition de la personne gardée à vue. Voilà. C'est pour prévenir d'éventuels abus policiers, effectivement. Je ne dis pas que les policiers abusent systématiquement, mais ça peut arriver. On a considéré que pour défendre l'intérêt de la personne gardée à vue, il fallait que l'avocat soit présent. Son rôle est de l'assister, de le conseiller. Et donc je conseille à ce téléspectateur, effectivement, de toujours solliciter la présence d'un avocat afin que ses droits soient respectés. Donc on peut appeler son avocat habituel ou demander à avoir un avocat commis d'office. Voilà, on a un avocat commis d'office. Voilà. Soit on a son avocat habituel, soit un avocat commis d'office. L'avocat commis d'office, effectivement, c'est à la charge de l'État. Ouais. Donc si la personne gardée à vue a des soucis financiers, elle n'a pas à s'inquiéter. Chaque barreau organise la défense pénale des justiciables et donc ça ne lui coûtera pas un sou. Donc effectivement, elle peut faire appel à un avocat, commis d'office. Donc l'avocat vient maintenant très vite, on n'a plus besoin d'attendre les nombreuses heures de l'époque. Voilà. On peut avoir un avocat, effectivement. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une garde à vue, même si on ne remet pas du tout en cause le travail des policiers, qui, une grande majorité des cas, se passe très bien. Mais il vaut mieux être assisté, avoir les conseils d'un juriste, en tout cas, c'est sûr. Merci beaucoup, Madou Koné. Vous êtes souvent en garde à vue, vous? Comment? Vous êtes souvent en garde à vue? Ça m'arrive. Pour des clients. Enfin, pour assister des clients, je veux dire. Oui, non, pour ma part, non. Oui, effectivement, pour les clients. Un avocat peut aussi, on peut même être écouté, vous voyez, sur écoute. Pour vous dire maintenant. Il y a une procédure particulière pour écouter un avocat, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'un avocat ne peut pas être mis comme ça en garde à vue aussi facilement. Il faut, je crois, viser bâtonnier. Enfin, il y a des choses à faire. Il faut écouter les conseils de son avocat. Il faut écouter les conseils. C'est vrai, mais pas forcément discrètement. Il faut que ça soit dit directement, pas par téléphone, je veux dire. Enfin, on s'est compris. À côté de vous, merci en tout cas, Madou Koné, pour cette réponse précise. À côté de vous, Dalia Arfiel-Keïm, qui écoute toujours ses clients, qu'ils soient en garde à vue ou pas d'ailleurs. Je préfère que ce soit mes clients qui m'écoutent. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Alors, je suis intéressé par l'achat d'un salon de coiffure. Ça, c'est une question pour vous, maître Arfiel, qui est toujours bien coiffé. La gérante me le propose en location-gérance. Me conseillez-vous de l'accepter? Donc, en gros, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur la location-gérance. Est-ce que c'est un bon plan, finalement, quand on veut reprendre un businster? On appelle ça aussi la gérance libre. La gérance libre. Oui. En fait, on ne devient pas... C'est-à-dire que si notre téléspectateur souhaite acheter un fonds de commerce, ça ne sera pas un achat de fonds de commerce. Donc, ça sera une location-gérance, c'est-à-dire qu'il ne devient pas propriétaire du fonds de commerce. Il va louer le fonds de commerce au propriétaire du fonds de commerce, qui lui paye son bail commercial au propriétaire des locaux. Ouais. Et donc, en contrepartie, il va verser ce qu'on appelle une redevance, qui peut ou pas être annexée sur le montant du chiffre d'affaires et qui est assujettie à TVA.
Et donc voilà comment se déroule l'opération. C'est un contrat qui peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Et à la fin du contrat, eh bien, il rend ce fonds de commerce et il n'a pas le droit, en principe, à une indemnité pour être indemnisé d'avoir exploité ce fonds. C'est juste une location. Alors c'est une location, mais donc, c'est une location-gérance. Pour avoir recours à ce mécanisme qui est vraiment réglementé par le Code de commerce, donc l'acheteur potentiel, enfin qui n'est pas un acheteur, qui va être un loueur, va s'assurer effectivement que le titulaire du fonds de commerce, que le propriétaire du fonds de commerce exerce son activité depuis au moins 2 ans. Ça, c'est la première des conditions. Ensuite, s'assurer qu'on a bien le consentement du bailleur. Alors, très souvent, dans l'acte, notamment dans le contrat de bail, il va y avoir une clause qui indique précisément que le bailleur doit être appelé à concourir à tout acte de cession ou même de location-gérance, que la sous-location est interdite, etc., etc. Donc il faut l'appeler à concourir, il faut lui demander son autorisation, sinon ça risque de lui être totalement inopposable. Donc ça, ce sont vraiment les 2 conditions qu'on rencontre systématiquement. Et puis, bien entendu, la coiffure, c'est une activité réglementée, donc notre apprenti acheteur... c'est un peu tiré par les cheveux de le dire, mais futur locataire gérant, donc doit bien entendu avoir tous les diplômes nécessaires pour poursuivre la même activité. Il n'a pas le droit de changer d'activité. Donc on doit justifier de ses compétences au bailleur, de dire bon, on va quand même pas montrer son diplôme de coiffeur. De toute façon, il ne pourra pas s'inscrire à la chambre des métiers s'il n'y a pas les compétences il faut requises. Vraiment avoir les compétences requises. Alors, la formule est un petit peu particulière. Il y a quelques particularités. Il y a notamment une solidarité au niveau des dettes d'exploitation, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, le propriétaire du fonds de commerce va devoir répondre des dettes d'exploitation du locataire gérant. Deuxièmement, il y a une solidarité fiscale. Pendant toute la durée du contrat de location-gérance, le locataire gérant doit payer ses impôts naturellement, les contributions directes. S'il ne les paie pas, ça sera du coup le propriétaire du fonds de commerce qui, lui, en sera tenu à sa place. Et simplement, en ce qui concerne la TVA, ça sera simplement pendant les 6 premiers mois d'exploitation. Donc voilà, c'est une formule qui peut être intéressante. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut peser le pour et le contre. L'avantage, finalement, c'est notre coiffeur, là, il se dit, j'ai peut-être pas envie de faire un crédit et de m'engager sur une opération. Voilà, je veux peut-être voir un petit peu ce que ça donne avant de m'engager plus en avant. Donc ça peut être bien, mais c'est quand même une exploitation assez risque et péril. Ça fait partie des inconvénients, parce que soit il peut faire prospérer effectivement le fonds de commerce, et donc du coup le chiffre d'affaires va être augmenté, puis s'il veut l'acheter à la sortie, du coup on va lui dire vous allez nous payer plus cher que la valeur d'origine, donc il faut faire attention à ça. Et puis aussi il y a quand même un autre élément à prendre en considération, c'est que comme c'est ce qu'on appelle une entité économique autonome, donc il y a forcément transfert des contrats de travail à l'entrée comme à la sortie. C'est une question que nous avions déjà abordée dans une autre émission. Ça veut dans dire votre autre vie d'avocat en droit du travail. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des salariés dans ce fonds, il va falloir les reprendre. Et puis s'il en a embauché pendant l'exploitation de son contrat de location-gérance, à la sortie, ce sera le propriétaire du fonds de commerce qui va devoir reprendre les salariés. Donc faire très attention à ça. Et puis finalement, moi ce que je conseille toujours aux clients, c'est de bien verrouiller le contrat en mettant un certain nombre de clauses, en fixant par exemple une valeur de rachat pour permettre effectivement le jour où il souhaite racheter qu'on ait une valeur fixe. Ça c'est vraiment, et puis aussi une clause pour éventuellement une indemnisation, parce que sinon il repart sans indemnisation, notre pauvre locataire gérant. Donc vous allez lui dire de venir me voir, on va faire le contrat. Voilà. C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est un peu compliqué en étant simple en même temps, mais il ne faut pas passer à côté d'une clause ou quoi, donc allez voir votre avocat en droit commercial, surtout là pour centre de coiffure, parce que là, votre réponse elle décoiffe, mais on a quand même besoin d'être 2 mèches avec vous, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Voilà, ça y est, je les ai toutes placées, c'est bon. Ernest, il ne me reste plus rien. Impeccable. Ça va. Bon, d'accord, j'ai un peu coupé chemin en 4 sur cette réponse, mais bon. Merci beaucoup en tout cas, Dalia. Donc, bon plan quand même, mais il faut faire un peu attention parce qu'il y a quand même pas mal de conséquences dans la location-gérance. C'est pas complètement anodin. Merci beaucoup. À vos côtés, notre avocat en droit du travail, Ernest Sfez, avocat au barreau de Paris, avec une question qui vous a été envoyée, mon cher Ernest, par un salarié qui nous dit « Mon employeur est toujours derrière moi. » Je pense que c'est peut-être le coiffeur de tout à l'heure, justement, je ne sais pas. « Il contrôle tout ce que je fais. Mes amis me conseillent de déposer plainte pour harcèlement moral et me disent que je peux même quitter l'entreprise en prenant acte de la rupture du contrat au tort de mon patron et obtenir automatiquement de substantielles sommes. Que puis-je faire sans risque si on a un patron qui vous harcèle, qui est toujours sur votre dos? Dans cette question, il y a plusieurs problèmes. Oui, il y a plusieurs points, c'est vrai. Premier point qui me paraît le plus important, c'est qu'il ne faut pas que notre téléspectateur oublie que dans le cadre de son contrat de travail,
il y a une règle fondamentale, c'est qu'il a mis à la disposition de son employeur sa capacité de travail. Et il accepte l'autorité hiérarchique de son employeur ou de ses subordonnés. Donc déjà, si l'employeur lui demande de faire un travail qui correspond à ses compétences, et si effectivement il lui est derrière en lui demandant « donnez-moi tel rapport ou telle explication sur tel dossier » ou éventuellement dans le domaine du commerce des explications sur son fonctionnement, l'employeur est parfaitement en droit de le demander. Est-ce qu'il peut le demander gentiment ou... il y a Exactement. peut-être le ton. Exactement. Mais il faut ne pas confondre le problème de l'autorité hiérarchique et du harcèlement. Dans le harcèlement, le législateur a essayé de bien protéger les salariés du harcèlement. Il faut, et c'était le point important, mettre à la charge de l'employeur, et c'est quand même une règle fondamentale, une obligation de résultat. C'est-à-dire que l'employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de son salarié pour qu'il ne soit pas victime de harcèlement. Ce harcèlement peut même intervenir par des collaborateurs. Il n'y a pas obligatoirement un lien hiérarchique pour qu'il y ait un harcèlement. C'est ça, c'est entre collègues et pas entre patron et salariés. Il y a eu des affaires très renommées au niveau des grandes entreprises où il y a eu problème de harcèlement avec des décès, avec des suicides. Des suicides, voilà. Et on ne va pas revenir sur ces dossiers pénibles, mais effectivement, la responsabilité de l'employeur a été reconnue et a été lourdement sanctionnée. Donc cette obligation de résultat existe. Dans les grandes entreprises, il y a également ce qu'on appelle un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail qui a pour but de pouvoir intervenir pour régler les problèmes quand ils sont saisis de ces problèmes. Et il ne faut pas oublier que le harcèlement est aussi un délit pénal. Donc l'employeur a plusieurs cordes à son arc pour pouvoir essayer d'éviter ce problème de harcèlement. À lui de les mettre en œuvre, à lui d'être vigilant. L'absence de vigilance est très gravement sanctionnée. Elle peut être condamnée également sur le plan pénal. C'est-à-dire qu'un salarié, dans le cas d'espèce, s'il estime que la sanction qui peut être prise dans l'intérieur de l'entreprise n'est pas suffisante, on peut prendre une sanction disciplinaire par l'auteur de ce harcèlement, va porter l'affaire au pénal et s'il arrive à rapporter les preuves de ce harcèlement. Et pour que le harcèlement existe, il faut qu'il y ait un acte répétitif. Ouais. Une fois un acte isolé ne peut pas être constitutif d'un harcèlement. Il faut cette répétition de l'acte qui est constitutif de harcèlement et effectivement, à ce moment-là, il peut également avoir l'ouverture de la procédure pénale. Non, en tout cas, c'est dur à prouver parce que souvent, on est seul dans le bureau avec l'harceleur et pour faire attester les collègues, c'est pas facile non plus. C'est pas facile du tout, c'est effectivement le problème de la preuve. Ouais. Mais en matière pénale, et notre confrère va pouvoir le confirmer également, on reste toujours soumis au problème de la réalité de cette preuve et de la vérification. À défaut, on ne pourra pas se placer sur le plan pénal. Maintenant, le Conseil des prud'hommes, lui, apprécie en fonction des preuves, en matière civile, la notion et la nature du préjudice et la réalité de ce problème de harcèlement. Bon, en tout cas, on peut peut-être lier les deux également. On peut déposer plainte pour harcèlement moral et ça peut servir si on découvre par ce biais-là les preuves et les éléments au niveau du prud'homme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le problème du harcèlement doit porter atteinte à la dignité du salarié, à sa santé morale, à son équilibre. Donc, tous ce sont ces éléments-là qui vont être déterminants. Ouais. Le médecin du travail a aussi un rôle important parce qu'il va jouer le rôle de témoin, en quelque sorte, ou de preuve de la réalité de la situation. L'inspecteur du travail peut également intervenir pour pouvoir constater ce problème de harcèlement. Merci beaucoup, Maître Sfez, pour cette réponse donc, sur le harcèlement. De manière générale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas à tous les trois pour votre présence ici et vos réponses précises à toutes ces questions. Vous avez d'autres questions à poser à nos avocats, eh bien, n'hésitez pas, rendez-vous maintenant sur www.avocat.net et on se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro de Avocat, votre émission juridique. À tout de suite.